Peu après le prêche, les chaleurs commencèrent. On arrivait à la fin du mois de juin, au lendemain des pluies tardives. Qui avait marqué le dimanche du prêche. L'été éclata d'un seul coup dans le ciel et au-dessus des maisons. Un grand vent brûlant se leva d'abord qui souffla pendant un jour et qui dessécha les murs. Le soleil se fixa. Des flots ininterrompus de chaleur et de lumière inondèrent la ville à longueur de journée. En dehors des rues à arcades et des appartements, il semblait qu'il n'était pas un point de la ville qui ne fût placé dans la réverbération la plus aveuglante. Le soleil poursuivait nos concitoyens dans tous les coins de rue. Et s'ils arrêtaient, il les frappait alors. Comme ces premières chaleurs coïncidèrent avec un accroissement en flèche du nombre des victimes, qui se chiffra à près de 700 par semaine, une sorte d'abattement s'empara de la ville. Parmi les faubourgs, entre les rues plates et les maisons à terrasse, l'animation décrut et dans ce quartier où les gens vivaient toujours sous leur seuil, toutes les portes étaient fermées et les persiennes closes, sans qu'on pût savoir si c'était de la peste ou du soleil qu'on attendait ainsi se protéger. De quelques maisons pourtant sortaient des gémissements. Auparavant, quand cela arrivait, on voyait souvent des curieux qui se tenaient dans la rue aux écoutes, mais après ces longues alertes, il semblait que le cœur de chacun se fût endurci et tout marchait ou vivait à côté des plaintes comme si elles avaient été le langage naturel des hommes. Les barrages aux portes, pendant lesquels les gendarmes avaient dû faire usage de leurs armes, créèrent une sourde agitation. Il y avait eu sûrement des blessés, mais on parlait des morts en ville, où tout s'exagère par l'effet de la chaleur et de la peur. Il est vrai en tout cas, que le mécontentement ne cessait de grandir, que nos autorités avaient craint le pire et envisageaient sérieusement les mesures à prendre. Dans le cas où cette population, maintenue sous le flot, se serait portée à la révolte, les journaux publièrent des décrets qui renouvelait l'interdiction de sortir et menaçait de peine de prison les contrevenants. Des patrouilles parcoururent la ville, souvent dans les rues désertes et surchauffées. On voyait avancer, annoncé d'abord par le bruit des sabots sur les pavés,
des gardes à cheval qui passaient entre des rangées de fenêtres closes. La patrouille disparut, un lourd silence méfiant retombait sur la ville menacée. De loin en loin, claquaient les coups de feu des équipes spéciales chargées par une récente ordonnance de tuer les chiens et les chats qui auraient pu communiquer des pouces. Ces détonations sèches contribuaient à mettre dans la ville une atmosphère d'alerte. Dans la chaleur et le silence, et pour le cœur épouvanté de nos concitoyens, tout prenait d'ailleurs une importance plus grande. Les couleurs du ciel et les odeurs de la terre qui font le passage des saisons étaient pour la première fois sensibles à tout. Chacun comprenait avec effroi que les chaleurs aideraient l'épidémie, et dans le temps, chacun voyait que l'été s'installait. Le cri des martinets dans le ciel du soir devenait plus grêle. Au-dessus de la ville, il n'était plus à la mesure de ces crépuscules de juin. Qui reculent l'horizon dans notre pays. Les fleurs sur les marchés n'arrivaient plus en bouton. Elles éclataient déjà, et après la vente du matin, leurs pétales jonchaient les trottoirs poussiéreux. On voyait clairement que le printemps s'était exténué, qu'il s'était prodigué dans des milliers de fleurs, éclatant pourtant à la ronde, qu'il s'était prodigué dans des milliers de fleurs, éclatant partout à la ronde, et qu'ils allaient maintenant s'assoupir, s'écraser lentement sous la double pesée de la peste et de la chaleur. Pour tous nos concitoyens, ce ciel d'été, ces rues qui pâlissaient sous les teintes de la poussière et de l'ennui, avaient le même sens menaçant que la centaine des morts dans la ville. S'alourdissait chaque jour. Le soleil incessant, ses heures au goût de sommeil et de vacances n'invitait plus comme auparavant aux fêtes de l'eau et de la chair. Elle sonnait creux. Au contraire, dans la ville close et silencieuse, elle avait perdu l'éclat cuivré des saisons heureuses. Le soleil de la peste éteignait toutes les couleurs et faisait fuir toute joie. C'était là une des grandes révolutions de la maladie. Tous nos concitoyens
accueillait ordinairement l'été avec l'allégresse. La ville s'ouvrait alors vers la mer et déversait sa jeunesse sur les plages. Cet été-là, au contraire, la mer proche était interdite et le corps n'avait plus droit à ses joies. Que faire dans ces conditions? C'est encore Taru qui donne l'image la plus fidèle de notre vie d'alors. Il suivait bien entendu les progrès de la peste en général, notant justement qu'un tournant de l'épidémie avait été marqué par la radio lorsqu'elle n'annonça plus des centaines de décès par semaine, mais 92, 107 et 120 morts par jour. Les journaux et les autorités jouent au plus fin avec la peste. Il s'imaginait qu'il lui enlevait des points parce que 130 est un moins gros chiffre que 910. Il évoquait aussi les aspects pathétiques ou spectaculaires de l'épidémie, comme cette femme qui, dans un quartier désert, aux persiennes closes, avait brusquement ouvert une fenêtre au-dessus de lui et poussé 2 grands cris avant de rabattre les volets sur l'ombre épaisse de la chambre. Mais il notait par ailleurs que les pastilles de menthe avaient disparu des pharmacies parce que beaucoup de gens en suçaient pour se prémunir. Contre une contagion éventuelle, il continuait aussi d'observer ses personnages favoris. On apprenait que le petit vieux au chat vivait, lui aussi, dans la tragédie. Un matin, en effet, ses coups de feu avaient claqué et, comme l'écrivait Taru, quelques crachats de plomb avaient tué la plupart des chats et terrorisé les autres qui avaient quitté la rue. Le même jour, le petit vieux était sorti sur le balcon à l'heure habituelle avec marqué une... Le petit vieux était sorti sur le balcon à l'heure habituelle, avait marqué une certaine surprise, s'était penché, avait scruté les extrémités de la rue et s'était résigné à attendre. Sa main frappait à petits coups la grille du balcon. Il avait attendu encore, émietté un peu de papier, était rentré, sorti de nouveau, puis au bout d'un certain temps, il avait disparu brusquement, fermant derrière lui avec colère ses portes-fenêtres. Les jours suivants,
La même scène se renouvela, mais on pouvait lire sur les traits du petit vieux une tristesse et une désarroi de plus en plus manifeste. Au bout d'une semaine, Tarou attendit en vain l'apparition quotidienne et les fenêtres restèrent obstinément fermées sur un chagrin bien compréhensible. En temps de peste, défense de cracher sur les chats. Telle était la conclusion des carnets.